Février 1973. La CFDT accueille un nouveau venu dans le monde de la presse syndicale. Au sommaire de ce premier numéro, les grèves à Honnewell-Bull. Manœuvre politique à la CAF de la région parisienne. ANPE, mode d'emploi. La CFDT et le droit au logement. Rénovation à Paris, comment et pour qui? Le combat contre la CFT. La guerre du Vietnam. Il y a 40 ans, paraissait Paris Commune. C'est donc en janvier 1973 que l'on a pu feuilleter pour la première fois Paris Commune, le journal de l'Union départementale CFDT de Paris. La couverture du premier numéro montre le projet de construction d'une nouvelle bourse du travail à Paris, au trait assez futuriste. Il ne restera de ce projet que cette illustration. L'Union départementale de Paris a été créée en novembre 1968 dans un contexte bien particulier. Le contexte, ça s'est fait dans le cadre d'une part de la départementalisation administrative de la région parisienne. Et auparavant, il y avait des secteurs de constitués déjà, principalement la Seine-Saint-Denis. Donc, la dernière UD constituée à l'époque en région parisienne fut Paris. Cela s'explique comment? Explique par le poids politique de Paris, qui est effectivement, même en recensant le mieux possible et avec la bonne volonté des syndicats, le nombre d'adhérents par syndicat sur Paris, on dépassait largement toutes les UD et on était plus de la moitié de la région. Et donc, c'est vraiment à partir de septembre qu'on a constitué une équipe à l'UD pour monter l'UD. Et ce n'est que 5 ans après sa création que l'UD décide de publier son propre journal. Parce que le seul journal qu'il y avait, c'était Paris Syndical, qui était donc le journal de l'URP, et qu'on n'avait aucun moyen justement de faire connaître nos idées. Les autres UD avaient déjà des petits bulletins d'information, et nous, je pense, été dans les derniers en avoir. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse un, et que comme ça nous permettrait de vivre et de faire passer un peu ce qui se passait dans les UL, ce qui se passait à Paris, ce qui se passait dans les syndicats aussi. Comment le titre de Paris Commune a-t-il été trouvé? Mais Paris Commune, c'était 71, c'était le 100e anniversaire de la Commune. Donc il y avait eu à l'époque des fêtes où mon mère était venue, Jean Ferrat avait chanté, on avait fait ça. C'était à Pleyel, je pense. Et le 100e anniversaire de la Commune, ça avait été important, ça avait marqué. Et puis à l'époque, Paris n'était pas une commune en tant que telle, puisqu'il n'y avait pas de maire à Paris. Donc on a trouvé... alors apparemment l'idée c'est plutôt Richard Villatrulos qui l'a trouvé. Ainsi que le légendaire logo. Alors le fameux logo, là aussi c'est une idée que j'ai eue avec René Blétry, qui était le gars de la Poste, qui était mon secrétaire à l'UD de Paris. On voulait trouver un titre déjà. Et puis de faire quelque chose de stylisé, c'est pour ça que c'est tout carré, avec CFDT, UD de Paris, et puis la Seine qui... Et ça, alors là, on peut dire que là, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est ce logo qui figurera sur la couverture de Paris Commune jusqu'en 1987. Sinon, les grands dossiers sur Paris durant cette décennie. On avait plusieurs dossiers chauds à l'époque qui tournaient autour de l'immigration. L'immigration dans l'entreprise et aussi l'immigration hors de l'entreprise. C'était toute l'époque de la lutte des foyers pour travailleurs immigrés, pour l'amélioration des conditions de logement, l'amélioration des conditions de coût du loyer, le respect un peu des cultures des uns et des autres,
Et donc nous avons vécu beaucoup d'occupations de foyers d'immigrés sur Paris. Il y avait une spécificité qui existe toujours d'ailleurs à Paris, c'est tous les problèmes de conditions de vie et de travail dans les tours bureaux. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus, notamment autour à l'époque du quartier du quai de la Râpée, où des tours de bureaux s'étaient pas mal développées. Donc il y avait des revendications nouvelles à essayer de prendre en compte sur la manière dont on travaille dans les bureaux paysagers, pas bureaux paysagers, climatisation, pas climatisation, circulation avec badge, sans badge, enfin il y avait tout un ensemble de problématiques que l'UD de Paris à l'époque avait pris en charge. D'ailleurs il y a eu des brochures qui ont été écrites sur cette problématique de la lutte syndicale dans les tours bureaux. C'est aussi la période où l'UD de Paris conçoit et organise la formation syndicale en créant des modules qui, 40 ans plus tard, sont toujours dans le catalogue. On réfléchissait à la manière dont on allait faire les formations. Alors, il y avait 2 débats très importants à la CFDT à ce moment-là. Un débat sur le contenu et un débat sur la forme. Alors, le débat sur la forme, c'était un peu issu de mai 68, c'est-à-dire on disait faut pas mettre les gens de telle manière, faut pas qu'ils aient l'impression que ça soit des élèves par rapport à un maître, etc. C'était des débats qui n'en finissaient plus d'ailleurs. On avait aussi le débat sur le contenu, hein, c'est-à-dire qu'on a changé beaucoup de choses à des moments donnés parce que le contenu ne correspondait plus aux attentes. Mais ce qui est resté véritablement, à mon époque, hein, c'est quand même l'assise sur le mouvement ouvrier. Ça, c'était quelque chose qui était très très important, surtout en formation générale. L'assise sur la stratégie et l'idéologie de la CFDT. La deuxième chose, alors c'était tout à ce moment-là, c'était l'autogestion, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on allait prendre le pouvoir Durant ces 40 dernières années, l'UD s'est toujours servi de Paris Commune pour promouvoir la formation syndicale. La fin des années 70 approche. À l'UD de Paris, on sent que quelque chose est en train de changer. On sentait fortement que la classe ouvrière était vraiment en train de changer dans sa composition. Et changeant dans sa composition, elle changeait dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses, dans tout ça. Et on était convaincus que les problèmes de l'immigration ouvrière étaient au cœur de la société qui était en train de se construire. Au cœur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on y soit, qu'on soit présent et qu'on leur donne une voix. Voilà. Pour illustrer ces propos, attardons-nous un instant sur l'action du Sentier à Paris. Marie-Noëlle se souvient du jour où 2 travailleurs turcs clandestins arrivent à l'UD en disant qu'ils allaient démarrer une grève de la faim. Leur objectif, obtenir la régularisation de leurs papiers. On a tout de suite discuté avec eux et on leur a posé, et puis en plus, grève de la faim. Grève de la faim, c'est un truc hyper périlleux pour un syndicat. C'est pas notre méthode de lutte habituelle. Et puis on a la trouille dans une grève de la faim, on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. Après avoir posé quelques conditions, l'UD accepte d'apporter son soutien. Alors les types ont commencé leur grève de la faim à Saint-Bernard, à l'église de Saint-Bernard. L'opération prend de l'ampleur et les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir. C'est Lionel Stoléru qui est à cette époque ministre de l'Intérieur. Et donc Stoléru a cru malin, mais venir rencontrer les grévistes de la faim. Et il a choisi de venir un dimanche matin. Évidemment, alors il est venu avec la presse, bien plus que ce qu'on n'avait jamais eu, la télé, etc., les micros, les caméras. Et il est tombé sur Jacky Bontemps, qui était de permanence et qui lui a dit « Monsieur le ministre, on négocie ». Et il a dit oui. Ainsi, la CFDT pose la question du travail clandestin d'une manière différente en la désignant comme une délocalisation sur place. C'est-à-dire que le patronat offre du travail clandestin parce que de cette façon, il fait baisser le coût du salaire, il s'affranchit des règles
du Code du travail, et il le fait pour des branches qu'il ne peut pas délocaliser. Donc si c'est ça vraiment la réalité, c'est au travail clandestin qu'il faut s'attaquer. C'est pas à la présence sur le territoire. À partir de là, la CFDT se bat jusqu'au bout. De meeting en manifestation, elle rassemble sur le sujet tout en posant des revendications précises. Il faut régulariser en fonction du contrat de travail. Donc, comme on n'en avait pas évidemment, c'était la promesse d'embauche. Faire sortir toute la branche de la clandestinité. Et sur une branche régularisée, négocier des conventions collectives appropriées. Et après de longues négociations, la CFDT finit par obtenir la régularisation sur la base de la promesse d'embauche. Et puis 1979, c'est aussi la première élection prud'homale. Enfin, c'est la première fois que le scrutin est ouvert à tous les salariés. Donc c'est aussi la première campagne pour l'interprofessionnel. L'UD de Paris s'y investit pleinement. Un film, un vrai, est même réalisé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, futur prud'homme, bonjour. Ça va pas, non? Échanger Paris Commune spéciale prud'homme contre une revue, faites n'importe qui, ça va pas, non? Donc on a fait ce film. Ça a été un moment de défoulement extraordinaire. Alors il était diffusé, les syndicats le passaient, ouais. Puis si on avait fait en sorte que dedans il y ait, expliquer comment se passait une séance, une audience, quel rôle était joué par les défenseurs syndicaux, etc. Comment étudier un dossier, etc. Merci, monsieur CFDT. Merci, madame CFDT. Ça, c'est de la justice. Les années 80 marquent une nouvelle période où l'UD de Paris va se remettre en question. C'était l'époque où l'UD commençait à théoriser, à conceptualiser la nécessité de la prise en charge, comme on disait dans notre jargon de l'époque, des hors-statuts. Et l'UD, avec ce mouvement, la grève des nettoyeurs du métro aussi, qui a marqué profondément, comme ATEC, la vie de l'UD de Paris, l'UD s'est affirmé, s'est identifié dans la prise en charge des hors-statuts. La sous-traitance sous quelque forme, de quelque nature que ce soit, les femmes, on disait à l'époque les travailleuses, la précarité qui commençait à se développer, l'éclatement des garanties collectives, des conventions collectives, et puis les sans-papiers qui étaient le dernier segment de la précarité. Il y a deux événements qui me viennent immédiatement à l'esprit. Le premier événement, le mouvement étudiant de la fin de l'année 1986. Les étudiants démarrent un mouvement puissant et long contre, me semble-t-il, si je me rappelle bien, la loi de Vaquet. Donc il y a vraiment un enthousiasme, une solidarité très forte de la CFDT Paris en direction des étudiants et qui se transforme en raz-de-marée ensuite au moment de la mort de Malek Oussekine. C'est un événement qui a marqué très fortement l'UD. Et dans le même temps, là aussi, pas possible de souffler, démarre la grève des cheminots. Cheminots, RATP, EDF. Il faut se rappeler que les années 80 sont difficiles sur le plan de l'action syndicale en tant que telle, mais en tout cas, on soutient le mouvement, même si on explique en quoi ce mouvement a des limites particulières dans la conception du syndicalisme, dans les risques de dérives corporatistes et tout, mais on soutient le mouvement. Mais c'est aussi l'époque où la CFDT traverse une zone de turbulence. La poursuite de la crise économique, un peu le déplacement de l'actualité syndicale de Paris vers la banlieue avec les grèves de l'automobile, qui ne concernaient pas l'UD de Paris, les tensions internes à la région Île-de-France au sein du secrétariat régional et du bureau régional, les difficultés aussi à maintenir l'élan
des années 79-80, compte tenu de ce contexte qui plombe l'activité, la baisse de la syndicalisation qui frappe quasiment tous les secteurs et qui impacte aussi la vie de l'UD de Paris. Quelques années plus tard, cette tendance va heureusement s'inverser et la CFDT maintient son leadership sur Paris. Il faudra attendre 1987 pour que la crise régionale en interne trouve une issue. Paris Commune, à cette époque, donc 85, où je deviens secrétaire général, c'est l'arme politique par excellence dans le cadre de nos stratégies de reconquête de la région. Mais aussi, je crois, et ce qui a fait le succès de Paris Commune, avec une volonté intense de pédagogie. Ce n'était pas uniquement de l'information, c'était aussi un instrument de pédagogie. Alors. Les années 80, c'est aussi la période où l'UD de Paris déménage de la rue de Dunkerque pour s'installer rue Eurial de Hénin. Un jour, la ville nous a proposé un immeuble de Nestlé, qui était vide, qui était là, rue Eurial de Hénin. Et ils nous ont dit, bon, donc on a négocié un bail, on a négocié les travaux, parce que ça avait des travaux, c'était phénoménal. Il fallait tout refaire à l'intérieur, c'était mis à nu, ça a été complètement mis à nu. On a refait les paliers, on a refait, pour pouvoir mettre des bureaux, etc. Et ça, on l'a fait en 3-4 ans. Les années 90 emboîtent le pas. L'UD de Paris continue à s'adapter au nouveau contexte. Il y avait beaucoup de réflexions entre nous sur le fait de se dire, oui, la sous-traitance elle est passée, le secteur il se constitue, il y a de la convention collective, il faut structurer les gens dans leur secteur. Donc ça par exemple c'était un débat qui était à la fois d'appui à des secteurs du privé, mais en même temps une certaine conception d'organisation et une certaine conception de de l'émancipation des travailleurs, tout simplement, parce que certains de ceux qui n'avaient que ce mot-là à la bouche dans cette époque-là, en fait, maintenaient les travailleurs sous tutelle pour s'en servir pour des enjeux d'agitation, plus que pour appuyer les individus, quoi. Bon, c'est clair, c'est direct. C'était ça aussi les années 90. Et quelles étaient les priorités de l'époque ? C'est de se dire comment l'information, il faut la travailler. Il faut toucher les militants. La formation syndicale, il faut faire le double tout simplement de ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est donc dans cette période-là aussi, alors je ne sais plus en quelle année, où il y a eu cette histoire d'achat de la première camionnette qu'on a fait aménager. Mais la camionnette, l'idée de départ de la camionnette, c'était deux choses. C'était aller vers les TPE, et on a fait des permanences, y compris rue de Rivoli, avec ça, pour diffuser un peu de l'info. Et c'était avoir un outil pour soutenir les équipes, par exemple, quand il y avait un conflit, et aussi faire exister la CFDT dans les manifestations, etc. C'est dans la même période que Paris Commune se transforme. En attendant l'utilisation de l'informatique pour sa mise en page, la fabrication reste toujours artisanale. Il faut dire que ça, c'était préparé à la main. C'est qu'il y avait une petite table éclairée, et puis avec une règle, et puis du découpage, et que certains de ces trucs-là, dans les premiers numéros comme ça, c'était encore du préparé à la main. C'est-à-dire que c'était frappé sur une machine un peu plus moderne. On les faisait page par page, et il y avait des parts qui étaient de l'assemblage pour mettre une illustration à côté, ou peut-être pour le titre, et puis avec ces petits carrés-là qui étaient des trucs qu'on collait. C'était du collé, et donc moi je faisais ça dans la salle aveugle, là, avec ma table, le truc éclairé, et souvent je préparais ça un samedi pour être peinard, avec le train qui était mis dans le bon sens et tout, pour pouvoir imprimer les choses dans l'ordre après. Les années 90, c'est aussi la période où l'UD de Paris est persuadé que la CFDT est la première organisation syndicale à Paris. Pour nous, on avait le sentiment, moi j'étais convaincu, et Joseph l'était autant que moi, sinon plus, qu'on était devant la CGT. Donc, parce que j'étais à l'époque aussi, j'avais pris la responsabilité de la Bourse du Travail de Paris, et on avait mis fin à 100 ans de gestion par la CGT. Mais donc, au niveau de la place de Paris, on s'apercevait que la CGT, et en fonction de ce que soi-disant elle représentait, elle avait le droit à beaucoup de moyens. Donc, on a fait un travail de fourmi, on a cherché, et c'est vrai, la conclusion qui était heureuse pour nous, déjà à l'époque, c'était qu'on était devant la CGT. Il y a aussi à l'époque
Un sujet qui traverse toute la CFDT, c'est celui de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, c'était quelque chose que la CFDT souhaitait de longue date. Hein. Donc là, moi au niveau de l'UD de Paris, cet aspect, on l'a surtout vu, ne serait-ce qu'à travers la formation, parce qu'on a tout de suite préparé les gens à la négociation sur les sujets dans les entreprises. Parce que la réduction du temps de travail en tant que celle, ça ne sert à rien. On réduit mécaniquement. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il fallait voir également l'organisation du travail. C'était pas nous qui la menions. Ces discussions-là, c'est pas nous. C'était les gens dans les syndicats qui pouvaient la mener. Difficile de raconter l'histoire de l'UD de Paris sans aborder l'activité juridique. Elle se conjugue au quotidien, de la défense aux adhérents, à l'assistance auprès des syndicats, en passant par l'animation des conseillers prud'hommes et aussi des conseillers du salarié. Régulièrement, Paris Commune traite ce sujet. Arrivent les années 2000. Jean-Luc Rajeul devient le secrétaire général emblématique de cette époque. D'abord, moi, tout en étant au service et en appui pour les syndicats, et comme à chaque période, moi j'ai travaillé sur les discriminations, plus exactement, sur le racisme au travail. C'est comment on libère la parole sur les questions de racisme au travail et de discrimination, puisque le mot commençait à apparaître petit à petit dans le langage commun. Et donc moi j'ai voulu travailler là-dessus. Sonia Buscarini, avant de succéder à Jean-Luc Rajeul en 2008, travailla sur le projet Action et Vigilance. Un projet de lutte contre les discriminations raciales. On était les maîtres d'œuvre, donc avec la ville de Paris, avec le MEDEF, avec Alcora, donc ça a été un très gros projet pendant plusieurs années, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au début, puisque l'idée c'était de former les responsables de syndicats, ensuite des collectifs dans les syndicats. C'est un dossier difficile, parce que lutter contre les discriminations et pour l'égalité, ça remet en cause des systèmes. Et les syndicats, les militants syndicaux, peu ou prou, participent à l'élaboration des systèmes. Donc ça veut dire aussi se remettre en cause soi-même. Se remettre en cause, travailler sur les préjugés, et qu'on a tous, et ensuite se remettre en cause, y compris sur les actions syndicales qu'on peut mener. C'est aussi la période où l'UD de Paris tisse d'autres liens. Jean-Luc m'avait confié toutes les relations institutionnelles. Donc quand cette équipe est arrivée à l'UD, un de ses objectifs était de reconstituer ce réseau avec la ville, avec les préfets, avec les institutions de manière générale. Quelle autre action a marqué cette période ? Ça a été le lancement de Respecter, qui était une action sur les violences faites aux femmes au travail, dont Christophe a été le coordonnateur et le porteur de projet. Et il a fallu le vendre, entre guillemets, aux syndicats qui étaient très loin quand même de ce sujet. On a été, je crois, les premiers dans l'organisation à le porter autant, ce sujet. Et Christophe en particulier, j'étais encore secrétaire général, mais voilà, donc ça a été aussi ce moment-là. Pour en revenir à Paris Commune, quand tu es arrivé à l'UD, cela représentait quoi pour toi ? Quand je suis arrivé à l'UD, participer à Paris Commune, pour moi, c'était une expérience. Paris Commune, c'était le journal de référence. D'abord, Paris Commune, c'est la vitrine du travail de l'UD, de l'activité de l'UD en direction des syndicats et des salariés. Deuxièmement, c'est pour moi un élément structurant de l'équipe de l'UD. Une exigence importante qui était de valoriser l'action des syndicats. Parce que tous les syndicats, d'abord, n'ont pas de publication, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas la compétence, enfin bon, voilà. Et nous, on sait que les syndicats font plein de choses, hein, mais qu'ils ne savent pas en parler, qu'ils n'ont pas le temps d'en parler, bon. Donc nous, un de nos objectifs, c'était ça.
Ça a toujours été, je crois, une des lignes de Paris Commune. On essayait aussi de donner des petits outils pratiques, notamment avec l'étude des pages juridiques ou ce genre de choses. On retraçait l'activité de l'UD, parce qu'une des fonctions aussi de Paris Commune, c'est de laisser des traces de l'activité de l'UD. 1973-2013, 40 ans d'histoire. Et demain, quelle place pour Paris Commune ? Dans un environnement où tous les modes de communication ont et continueront à évoluer, la presse syndicale écrite a-t-elle encore une place ? La réponse revient à Christophe Dague, l'actuel secrétaire général de l'UD de Paris. On fait un journal en fait je parle de l'union départementale, en fait, fait un journal pour deux raisons, évidemment pour être lu et par ailleurs pour marquer l'activité dans le marbre. Voilà, ça fait partie, je disais, de l'identité de l'UD, mais ça fait aussi partie de son histoire. Enfin, ça permet de rester, de marquer quelque part l'histoire de l'UD, que ça nous astreint à développer l'activité de l'UD dans un journal. Et du coup, on ne s'est pas effectivement posé trop ces questions sur le lecteur. On s'est finalement un peu plus recentré sur l'idée qu'il fallait parler de ce qu'on faisait pour le laisser dans les archives, en fait, avoir ce rôle-là de communication un peu, mais finalement beaucoup de tiens, on va marquer notre activité, moins dans l'intérêt du lecteur que dans l'intérêt de la structure. L'évolution de la presse syndicale, je crois que le problème, c'est qu'en fait, elle est plus lue. Il y en a trop. Mais il n'y a pas une structure pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la raison notamment d'archives de l'activité et d'identité de structure, qui va abandonner son journal, en fait, parce que c'est un crève-cœur d'abandonner son journal. On a l'impression de gommer une partie de l'identité de la structure. Donc moi, le Paris Commune, le futur tel qu'on souhaiterait le mettre en place là, au lendemain de l'Assemblée départementale, c'est un Paris Commune qui serait beaucoup plus centré sur les personnes, sur parler de nos militants, de nos sections à travers les personnes qui la composent, des adhérents. Voilà, beaucoup plus. C'est pas abstrait de parler de l'actualité revendicative, des réunions statutaires, mais on préfère être plus concret et plus se centrer sur le parcours des personnes, sur leur activité au quotidien, etc. Mais on fête aussi les 45 ans de l'UD de Paris. Hein, au mois de novembre 2013, l'UD de Paris a 45 ans. Et Paris Commune a 40 ans.